Est-ce que tu connais l'histoire de Max Planck et son chauffeur de limousine? Après avoir remporté son prix Nobel, Max Planck parcourt l'Allemagne avec son chauffeur pour donner dans chaque ville la même conférence sur la mécanique quantique. Au fil des conférences, son chauffeur mémorise le discours et finit par lui dire « Professeur Planck, notre routine est devenue si ennuyeuse. Ça vous dérangerait pas si cette fois-ci, c'est moi qui donne la conférence à Munich, pendant que vous restez assis dans le public avec mon costume de chauffeur ?» Planck accepte et le chauffeur donne donc la longue conférence sur la mécanique quantique. Mais pendant la présentation, un physicien se lève et pose une question originale et ultra compliquée. D'abord pris au dépourvu, le chauffeur déguisé en Planck se ressaisit et répond avec mépris. « Eh bien, je suis surpris que dans une ville aussi moderne que Munich, on me pose une question si élémentaire. D'ailleurs, elle est si simple que je vais laisser mon chauffeur y répondre. » J'adore cette histoire. Elle fait la distinction entre connaître et comprendre. Et elle illustre bien une citation d'Einstein qui dit « N'importe quel imbécile peut savoir, mais le but est de comprendre. » On vient de voir ce qu'on appelle une preuve par intimidation. C'est un type de démonstration où on démontre rien et où on dit que tout est évident. La personne utilise son autorité dans son domaine pour faire accepter un résultat sans preuve. Souvent avec des expressions comme « clairement »,« c'est évident »,« c'est trivial ». D'ailleurs, intimider, faire diversion ou obscurcir un raisonnement, ça se fait dans d'autres domaines que les sciences. Par exemple, en politique ou en droit. Tu connais peut-être la technique de la défense Chewbacca, dont le but est de noyer le public sous un flot d'arguments sans aucun rapport avec le débat. Membre de ce prétendu jury, voici Chewbacca. Oh bordel, quoi? Il utilise la défense Chewbacca. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un type d'erreur de raisonnement plus subtil et plus honnête qui arrive lorsqu'on reformule un problème du quotidien sous forme mathématique. Allez, regardons directement ça avec un exemple. Comment deviner le jour où tu auras un contrôle surprise? On a tous ressenti ce coup de stress quand le prof dit en plein cours « Sortez une feuille et rangez vos affaires ». Supposons que le vendredi, un prof dit à ses élèves « La semaine prochaine, il y aura un contrôle surprise. Je vous dis pas quand, le jour où ça tombera est une surprise totale, mais si vous arrivez à deviner le jour, je mets 20 à tout le monde. » Du coup, les élèves se disent « Le test peut pas être le vendredi de la semaine prochaine, parce que si d'ici jeudi, il n'y a pas eu de test, ça veut dire que forcément, le test sera vendredi. Donc ça peut pas être le vendredi. » Puis pareil, le test peut pas avoir lieu jeudi. On a vu qu'il pouvait pas avoir lieu vendredi. Et s'il n'y a pas eu de test d'ici mercredi, ça veut dire que forcément, le test sera jeudi. En répétant ce raisonnement, les élèves ont conclu aussi que le test ne peut pas avoir lieu mercredi, mardi et lundi. Donc, ils ont conclu qu'il n'y aura pas de contrôle surprise. Le contrôle surprise tombe mardi. Est-ce que tu as vu l'erreur de raisonnement des élèves? Alors, le problème avec le prof a dit deux choses contradictoires. Premièrement, le test est sûr d'avoir lieu la semaine prochaine. Deuxièmement, le jour où tombera le test est une surprise totale. Si tu vois pas la contradiction entre ces deux phrases, c'est normal. Exprimé en français, c'est difficile à détecter. Pour s'apercevoir de la contradiction, il faut traduire ça en langage mathématique. La première phrase, le contrôle surprise a lieu la semaine prochaine à coup sûr, se traduit mathématiquement par le fait que la probabilité P que le contrôle surprise ait lieu la semaine prochaine est égale à 1. Parce qu'en probabilité, lorsqu'un événement est sûr d'arriver, sa probabilité vaut 1. Je t'explique avec un exemple. Si tu lances une pièce, la probabilité de tomber sur face vaut 1/2. Tu as une chance sur 2 d'avoir face. Et la probabilité de tomber sur pile vaut 1/2 aussi. Tu as une chance sur 2 d'avoir pile. Tu sais pas si la pièce va tomber sur face ou sur pile. Mais tu es sûr que la pièce va tomber soit sur face, soit sur pile. C'est un événement sûr. La probabilité de l'événement, la pièce tombe sur pile ou la pièce tombe sur face, est égale à la probabilité que la pièce tombe sur pile plus la probabilité que la pièce tombe sur face, qui est égale à 1/2 plus 1/2, qui est égal à 1. Voilà, quand un événement est sûr d'arriver, sa probabilité vaut 1. C'est toujours comme ça. La deuxième phrase, qui dit que le jour où le contrôle surprise tombera est une surprise totale, se traduit mathématiquement par le fait que la probabilité de l'événement le contrôle tombe lundi est égale à 0 et la probabilité de l'événement le contrôle tombe mardi est égal à 0 et ainsi de suite jusqu'à vendredi. Parce que si la probabilité que ça tombe, par exemple lundi, est strictement supérieure à 0, alors ce serait plus une surprise totale parce qu'il y aurait une petite chance pour que ça arrive. Donc, pour conclure, d'après la première phrase, la probabilité de l'événement, le contrôle tombe la semaine prochaine est égal à 1. Et d'après la deuxième phrase, la probabilité de l'événement, le contrôle tombe la semaine prochaine est égale à la probabilité de l'événement, le contrôle tombe lundi, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi. Ce qui est égal à la probabilité que le contrôle tombe lundi, plus la probabilité que le contrôle tombe mardi, plus la probabilité que le contrôle tombe mercredi, plus la probabilité que le contrôle tombe jeudi, plus la probabilité que le contrôle tombe vendredi. Ce qui est égal à 5 fois 0, ce qui est égal à 0. Et on a donc d'un côté 1 et d'un autre côté 0. Donc la deuxième phrase implique que l'événement, le contrôle aura lieu la semaine prochaine, qui est équivalent au fait que le contrôle ait lieu lundi, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi, vaut 0. Dans la première phrase, l'événement, le contrôle aura lieu la semaine prochaine, a une probabilité qui vaut
1. Et dans la deuxième phrase, l'événement « le contrôle aura lieu la semaine prochaine » a une probabilité qui vaut 0. Donc les deux phrases disent le contraire l'une de l'autre. D'où la contradiction dans l'énoncé. On vient de voir une explication en utilisant les probabilités, mais on aurait pu aussi expliquer ça en utilisant une notion de la théorie des jeux. En fait, les élèves vont utiliser ce qu'on appelle un raisonnement rétrograde, dans lequel ils supposent abusivement que le test n'aura pas lieu vendredi. Je vais pas rentrer dans les détails. L'important est que tu gardes en tête que le mot surprise est vague et que ce mot n'est pas défini dans le langage mathématique. On approfondira ça dans une prochaine vidéo dans laquelle on parlera du philosophe et mathématicien Bertrand Russell, pour qui les langages naturels, même les connecteurs logiques, sont vagues. Voilà, maintenant, et contrairement à beaucoup de gens, tu seras vigilant quand tu verras un problème du quotidien traduit en maths. Allez, je te donne un dernier exemple de raisonnement pseudo-mathématique te prouvant en utilisant un raisonnement par récurrence que tous les hommes sont chauves. Vous êtes chauve! On est d'accord qu'un homme avec 0 cheveux sur le crâne est chauve, mais une personne avec juste un cheveu de plus reste chauve. Donc tous les hommes avec un cheveu sont aussi chauves. Mais un homme avec un cheveu de plus reste chauve. Donc les hommes avec 2 cheveux sont aussi chauves. Ainsi de suite. Et par raisonnement par récurrence, on en déduit que tous les hommes sont chauves. Attends, avant de réserver les billets d'avion pour la Turquie, il y a une erreur de raisonnement. Je te laisse la chercher et proposer une explication en commentaire. Un indice? Bon, demande-toi quel est le sens du mot chauve dans le contexte mathématique. Cela a-t-il un sens? Mesdames et messieurs, ce que je vous dis n'a aucun sens. Rien de tout cela n'a de sens. Alors demandez-vous, lorsque vous serez réunis pour délibérer afin d'établir en votre âme et conscience votre verdict, tout cela a-t-il un sens?